la journée de la femme, la journée de la femme, la journée, la journée, la journée de la femme. Bonjour. Bonsoir à tous. Bonsoir, ouais, j'ai dit bonjour, bonsoir, ciao. Il est 18h. Oui. Voilà. Donc, sixième apéritif. Déjà. Ouais, déjà. On arrive encore à boire un coup. Voilà. Trinquons. Chin, chin. Bonjour. Installez-vous confortablement On va y aller. pendant qu'on prend notre petit apéro. Voilà. Alors, comme toujours, Le fil rouge. le fil rouge, l'école des soignantes, Martin en hommage Winkler. à toutes nos soignantes qui sont sur le pied de Le guerre. pont. en ce moment. Et qui n'ont pas fini. Non, Et soignants aussi. On Et est soignants, pas- bien on sûr. est- Oh on non, est non, pas- mais bien sûr. Surtout, attention. bien sûr, bien sûr. Je suis celle. Je suis celle dont le ventre s'arrondit. Je suis celle que l'on fête et que l'on félicite. Je suis celle qu'on entoure et qu'on choisit. Je suis celle qui perçoit les mouvements intérieurs. Je suis celle qu'on surveille sans cesse. Je suis celle qui ne doit pas faire d'efforts. Je suis celle qui sent nuit et jour un corps bouger dans le sien, qu'elle le veuille ou non. Je suis celle qui a envie de rire et de pleurer. Je suis celle qui ne sait pas à quoi s'attendre. Je suis celle dont le ventre est dur comme de la pierre. Je suis celle qui sent le liquide couler entre ses cuisses. Alors, pour continuer notre apéritif, un documentaire sur une histoire politique du pantalon de Christine Barr aux éditions du Seuil. Oui, Voilà, parce qu'on se promène tout en pantalon, mais Oui. ça n'a pas été si c'est simple. simple. Voilà. Tout est un combat dans la vie, ne l'oublions pas. D'immenses difficultés attendent les apôtres de la masculinisation du costume féminin. Marie-Rose de Valser, qui se fait appeler virilement Astier, en est une figure phare. Née en 1846, elle a étudié la médecine et gagne sa vie en écrivant pour les journaux. À la fin des années 1880, elle multiplie les initiatives féministes. Candidature aux élections de 1889, animation d'un cours de gymnastique dans un patronage laïque pour jeunes filles, fondation de la Ligue socialiste des femmes, puis de la Ligue de l'affranchissement des femmes, création d'un syndicat d'ouvrières de la couture, enfin, son action est en tout point radicale. Elle réclame le droit de vote, l'ouverture de toutes les études et professions et l'égalité des salaires. C'est à ce moment particulièrement bouillonnant de son activité qu'elle s'illustre dans le combat pour la rationalisation du costume. Elle décide de s'habiller en homme, comme une autre féminine, Madame Destock, une sculptrice qui porte les cheveux courts et se colle de la barbe. Telle un peu plus tard Madeleine Pelletier, qui peut facilement passer pour un homme et ne demande aucune autorisation. Elle-même porte un costume masculin et exige pour les femmes la liberté vestimentaire en s'adressant à la préfecture de police, qui ne prend pas la peine de lui répondre, et aux députés par le biais d'une pétition. Elle leur demande, le 1er juillet 1887, d'éliminer la loi routinière qui interdit aux femmes de porter le costume masculin, tout aussi décent, quoi qu'on en puisse dire, surtout incontestablement plus hygiénique, au nom de celles qui ne sont esclaves du luxe. Son plaidoyer invoque ainsi les malheureuses victimes d'accidents de tramway, d'incendies et de naufrages, prédestinées à la mort à cause de leurs vêtements féminins. Les députés répondront que nulle loi n'impose aux femmes les vêtements compliqués dont elles se couvrent. L'adaptation du costume aux différentes activités physiques et sportives est une préoccupation qu'Astier partage avec d'autres militantes radicales. Elle pratique le cyclisme, l'escrime et attire l'attention à elle en se battant en duel. Pour les militantes de l'égalité absolue entre les sexes, la réforme du costume est indissociable des autres revendications féministes. L'accès à toutes les professions, mais aussi à l'instruction. Il s'agit de combattre l'image repoussante du bas bleu, considéré, explique Astier, comme une hermaphrodite, en inversant les préjugés esthétiques qui idolâtrent la grâce féminine et estiment laide la femme au physique masculin. En 1891, ce combat est relayé par deux autres féministes radicales, également connues pour leurs convictions socialistes.
elle lance un manifeste pour le port de la culotte. Eugénie Potigné-Pierre, d'abord institutrice, puis militante à temps complet, est la fondatrice de la Solidarité des femmes, et l'écrivaine Maria Cheliga-Lévy a créé l'Union universelle des femmes. Elles joignent leurs forces en 1891 pour former la Fédération française des sociétés féministes. C'est la première fois qu'un groupe défendant les droits des femmes adopte l'adjectif féministe dans son identité, signalant ainsi une orientation très radicale. Il faut souligner en tout cas que c'est donc au moment où le féminisme s'affirme comme une force politique, réussissant à capter l'attention médiatique et politique, qu'émerge la question du costume. Ah, voilà, tu vas trouver. En 1891, donc on n'y est pas. Hein. Leurs arguments les plus forts, les féministes les empruntent aux hygiénistes, soucieux de sauvegarder l'avenir de la santé de la race, et en particulier de celles qui la reproduisent. En 1899, Hubertine Auclair s'appuie sur la thèse de l'une des premières doctoresses, dont les recherches sur le corset montrent qu'il comprime les organes, refoule en dedans les côtes, provoque des troubles respiratoires, développe l'anémie, la chlorose, enfin bon. Plusieurs thèses de médecine apportent aux féministes des arguments de poids en faveur de la disparition du corset, du raccourcissement de la robe, de la jupe culotte et de la culotte cycliste. C'est une formule intermédiaire entre le pantalon et la robe qui est trouvée avec la jupe culotte, portée par plusieurs militantes et popularisée par les cyclistes. Hubertine Auclair jubile devant le spectacle que donnent ces avant-coureuses de l'émancipation féminine en culotte. La fronde des féministes est suffisamment radicale pour que les culottes cyclistes apparaissent dès 1893 comme une solution raisonnable. Une femme du monde, comme Madame Baudry de Saunier, en est convaincue. Un jour viendra certainement où, sans faire partie de l'école un peu outrée de la revendication féminine, et sans porter précisément la culotte physiquement et moralement, les femmes porteront un costume plus commode que celui de nos jours. Pourquoi nous effaroucher de ce qui sera admis demain? Aujourd'hui, on est toutes les deux d'ailleurs En pantalon. Alors maintenant, une petite proposition de Nadia de la médiathèque de Saint-Andron. Ah, Nadia. Santé, Nadia. Qui participe avec nous comme ça à notre apéritif. Ça s'appelle Des sorcières aux mandarines de Josette Dalla Ava Santucci chez Calman Lévy. L'homme primitif chassait, sa compagne cueillait. De cueillette en chaudron, de brouée en guérison, la médecine en vint bientôt à se conjuguer au féminin, jusqu'au Moyen-Âge où la création des universités réservées aux clercs écarte les femmes de l'accès aux études et aux diplômes. La parenthèse va durer 7 siècles. 7 siècles d'exclusion, mais aussi de résistance et de clandestinité, pendant lequel les filles d'Hippocrate persistent et soignent. Et même si elles risquent de bûcher en tant que sorcières, sont traînées en justice, doivent se travestir, c'est difficile, en homme, en portant des pantalons. Voilà, ou partir exercer à l'autre bout de la terre. À la fin du XIXe siècle, partout dans le monde, elles luttent. Manifestations hostiles dans les rues, intervention d'hommes politiques, d'une impératrice, d'un tsar, de journalistes et de policiers, rien ne leur est épargné. Et enfin, elles gagnent le diplôme de docteur en médecine, l'accès au concours, le poste de mandarine et pour certaines, le Nobel. Ce passé tumultueux, cette épopée haletante, Josette Dalla Ava Santucci les a reconstituées dans toute leur rigueur historique, mais aussi avec une verve éblouissante qui fait de cet ouvrage un véritable roman d'aventure et que Nadia nous a fortement conseillé. Alors, pour finir, un petit hommage, un petit clin d'œil aux intermittents du spectacle qui, en ce moment, occupent beaucoup de théâtres, d'opéra et tout ça en France pour revendiquer leurs droits et surtout le bonheur de nous faire rêver dans leur spectacle. Avec un poème qu'on a pris dans La poésie au cœur des arts. C'est une anthologie des éditions Bruno Doucet, par Bruno Doucet et Christian Paul Slaniek.
Et c'est un poème de Françoise Siry, La poésie du théâtre. Dans les salles de théâtre, où brille toujours une petite lumière, qui ressuscite Adamov, Brecht, Rilke, Pirandello? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a cette voix qui prononce lentement la première syllabe de l'ombre? Si vous lui demandez pourquoi, il répond Parce que l'ombre, c'est long, et l'ombre s'étend. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dans le dernier salut au théâtre de l'Odéon, il ouvre les bras, larges comme un oiseau, appelant d'un côté la main d'Ulysse, de l'autre la main de Néoptolème. Ses longues mains vibrent, appellent d'une manière pressante la main. Il se passe quelques secondes et les mains se joignent dans le salut des acteurs et les applaudissements. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Oui, Il y a le il y a le téléphone téléphone qui sonne. On vous donne rendez-vous demain, 18h. Oui, sur notre chaîne YouTube Bibliothèque de Calian pour le 7e. Apéritif. Voilà. Bonne soirée. La journée de la